Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Voilà, peut-on dire qu'est-ce qui se passe? C'était prévisible, mon cher Tamba? Moi, je pense que c'est juste la matérialisation que l'on attendait. Ouais. Mais il n'était plus à l'aise avec la fonction, le titre de haut représentant du chef de l'État. Ouais. Vous vous rappelez, chaque journaliste qui lui a posé une question, à la fois dans ce studio ou même à partir d'autres médias, quand on lui a dit « Vous qui êtes le haut représentant du chef de l'État », il répondait toujours « Ah, dis donc, laissez cette histoire de haut représentant là ». C'était toujours comme ça qu'il répondait. Donc, d'un point de vue de sa disposition personnelle, donc sa disposition psychologique, c'était déjà fait. Je pense qu'il était déjà... il se comportait, il agissait comme quelqu'un qui ne participait plus à la prise de décision auprès du président de la République, le professeur Alpha Condé. C'est quand même ce qu'il faut souligner. Je rappelle par ailleurs, d'ailleurs, que bien avant cette démission qui est intervenue hier dans un courrier de 3 pages, si vous l'avez lu, vous l'avez vu, il s'agit de dire les grandes gueules. que Sidya Touré avait déjà précédemment tenté de démissionner. Il avait, d'après nos informations, essayé d'organiser un point de presse où il dirait aux journalistes sa démission et surtout pourquoi est-ce qu'il allait vers la démission. Ce n'est qu'à la dernière minute, on se rappelle du tollé que ça a fait. Les journalistes, tout le monde s'était braqué sur ce moment-là parce qu'on attendait un moment comme ça où M. Sidya Touré allait démissionner. Finalement, c'est fait. Alors, moi, j'ai minimalement 3 observations à faire. La première, c'était de la décision de rejoindre le professeur Alpha Condé. Je pense que ce n'était pas fortuit. Monsieur Sidya Touré, qui intervient, d'abord, il faut dire, qui, en 2010, parce que ça part de là, cette dernière décision de rejoindre monsieur Alpha Condé n'est pas détachable de sa décision d'accompagner M. Cellou Dalein Diallo au présidentiel de 2010. Il choisit d'aller avec M. Cellou Dalein Diallo, il l'a répété plusieurs fois, contre son parti, ça lui a coûté ce que l'on a pu voir. Ensuite, il choisit de reculer. On va alors entendre, vous ne me verrez jamais plus sur un capot de véhicule lors des manifestations, on s'en rappelle encore bien de ce passage-là. Plus tard, on va voir M. Sidya Touré, à la surprise du plus grand nombre des Guinéens, décider, lui qui est de l'opposition, de rejoindre le président de la République. Il est fait haut représentant du chef de l'État. Baïdi Haribo rejoint dernièrement la Banque centrale de la République de Guinée. Mohamed Tal a été fait ministre de l'élevage. On s'en souvient tous comme si c'était d'hier. Et ça a choqué, pas choqué au point d'énerver, dans le sens d'énerver, mais ça a choqué au point de surprendre, dans le sens de surprendre. Ça a surpris pas mal de personnes et les réactions, on n'ont pas attendu. On a pu donc l'observer. Monsieur Sidya Touré avait justifié cette décision-là par sa volonté d'apporter sa contribution à la pierre, donc à la construction de la République de Guinée. Et c'est d'ailleurs le deuxième aspect de l'observation que je veux faire qui nous ramène à ceci. On a pu observer que M. Sidya Touré n'a finalement rien changé. Parce qu'on attendait de lui quelqu'un qui allait révolutionner le secteur de l'énergie. C'était même quelque chose que plusieurs analystes ont salué. D'autres ont dit, avec lui, l'agriculture va avoir un nouvel essor, il y aura un nouvel élan à donner à l'agriculture si M. Sidya Touré peut être proche du président Alpha Condé et lui apporter son conseil. J'ai donc envie de dire, et c'est la deuxième observation que je fais, je pense que c'est une décision qui n'a pas payé par rapport aux raisons officielles. Les raisons officielles, c'était donc ça, et je pense que par rapport à cela, ça n'a pas du tout payé. Sidya Touré à la présidence, les grandes gueules. La présidence sans Sidya Touré. Rien n'avait changé. Ça, c'est une observation que l'on fait. Finalement, l'autre aspect, c'est le dernier élément que je veux évoquer. Lamine, je pense qu'il y avait quand même des raisons inavouées. Parce que nos politiques, entre ce qu'ils nous disent et ce qu'ils pensent véritablement, je pense qu'il y a un véritable chemin, un gros fossé qu'il faille appréhender. Et je pense que M. Sidya Touré avait probablement ses raisons. Se dire, ça pouvait sonner comme une opération de charme. On sait que l'élection en République de Guinée est teintée toujours de cette dose de communauté, de communautarisme et d'ethnie. Se rapprocher d'un M. Alpha Condé, leader traditionnel de la Haute-Guinée, ça sonne comme une drague
de cette grande partie qui constitue, d'ailleurs à partir du recensement dernier de 2014, la plus grande part de l'électorat guinéen. C'était donc, de mon point de vue, une volonté de draguer ce public-là. Et M. Alpha Condé qui sort dernièrement, qui se rend en Haute-Guinée, qui se prend des bains de foule, on voit bien que même si c'est pour redécouvrir ce leader ou même le voir pour la première fois, on voit bien que M. Alpha Condé n'a pas totalement perdu de sa cote de popularité de ce côté-là. Là encore, je pense que M. Sidya Touré a été un perdant. Mais Lamine, c'est cette dernière touche que je veux souligner. Après, bien entendu, les 3 éléments que j'évoquais, j'ai envie de dire, est-ce qu'à la fin, M. Alpha Condé lui-même ne s'est pas fait dribbler? Ça, c'est la question que je pose. Parce que vous vous rappelez, en 2010, les usines avaient été, toutes les unités industrielles avaient été réquisitionnées par l'État guinéen. D'après certaines informations que j'ai obtenues, M. Sidya Touré a obtenu rétrocession de son usine, de son unité industrielle. Ça, on n'en parle pas. Le décret n'a pas été publié, mais bien entendu, M. Sidya Touré a obtenu son unité industrielle. Et maintenant, il peut se dire, si je n'ai pas eu ce que je cherchais à apporter du bien-être au peuple de Guinée, au moins j'ai obtenu mon usine et je peux rentrer chez moi. Bien, allez-y, Roby. Non, mais ce que je veux dire, c'est que n'oubliez pas que nous sommes en décembre 2018. Ouais. Ça veut dire que nous rentrons dans 2019. Ouais. 2020, ce sont les élections. Enfin, nous dit-on. Oui. Et donc, on aiguise les armes. Comprenez? On aiguise les armes. Est-ce qu'on est en train de baliser le terrain ou pas? Depuis, on va pas marcher sur la langue de Tamba puisqu'il a su si bien tout dire. Mais depuis 2010, avec la mésaventure que l'UFR a eue, de son accointance avec l'UFDG et tout ce qui a été dit après, M. Sidya Touré qui est revenu et qui a peut-être réfléchi en disant que mon allié traditionnel en termes d'électorat, c'est le RPG Arc-en-Ciel, vu que je suis quand même bien coté en forêt, en Haute-Guinée, plus qu'en Moyenne-Guinée, en Basse-Guinée, c'est mon fief traditionnel. Eh bien, pourquoi je ne tenterai pas la chance d'être en amour avec le RPG Arc-en-Ciel et après, comme ça, cela me permettrait de draguer son électorat traditionnel plus le gain que j'ai en forêt. Ouais. Sauf que difficilement la collaboration a poursuivi son chemin avec le professeur Alpha Condé sur certains aspects, notamment lui-même, il le dit, sur les propositions concrètes qu'il aurait fait au président de la République et qui a eu des difficultés à se matérialiser. Bon, de cela, nous sommes partis à la nomination d'un de ses proches au ministère de l'élevage. Il y a eu Baïdi Haribo qui a finalement décidé d'aller complètement s'inscrire en love story avec le professeur Alpha Condé et donc les passer les bagues au doigt. Ouais. Ce qui n'a pas certainement plu aux gens de l'UFR parce que faut remarquer que Baïdi Haribo, dans ses activités, que ce soit politique ou pas, c'est complètement détaché de l'UFR. Ouais. Il n'en parle plus d'ailleurs. Ouais. L'UFR, ce n'est plus tellement ses oignons, il est plutôt très à côté du professeur Alpha Condé dans ses tournées, etc., dans sa promotion et tout. Voilà. Et le limogeage de Tal, du ministère de l'élevage n'a pas tellement plu au cadre de l'UFR et notamment Mais non. Si, mais non, c'est pas possible. Si. Mais non, Roby, je sais de quoi je parle. Attendez, parce que même le gouvernement Kassouri, normalement, il y avait une dame du côté de l'UFR qui était censée faire partie du gouvernement. Ça se dit un petit peu les secrets. Mais je vous dis, sais de quoi je parle. Je parle de Daffé, Madame Daffé, sauf que le président de l'UFR ne voulait plus, il voulait plus cette collaboration. Non, écoutez, c'est trop facile. Comment ça, c'est trop facile? Permettez-moi de dire une chose. Les grandes gueules. Il en venait de dire que je n'en veux plus. Oui. S'il n'en voulait plus, il allait quitter très longtemps. Oula. Oui, mais si. Vois plus loin. Non, mais non. Il allait. Mais vois plus loin, Roby. Comment vous voulez dire? Je parle pas de grandes gueules. Je parle de Monsieur Tal. Oui. Je suis bien précis. Mais c'est ce que je dis sur justement. la question. Non, mais quand tu dis que parce que Tal a été limogé et que ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. La Si tu le manière dis. n'a pas plu. Si tu le La dis. manière, selon l'UFR, selon les confidences que j'ai eues, et non de M. Sidya Touré, mais d'autres cas de l'UFR, ça n'a pas plu. Ouais. Et donc, c'est la goutte certainement qui a fait déborder le vase. C'était juste une question de timing. Ouais. La démission de Sidya Touré à ce poste de représentant, c'était juste une question de timing. Je crois qu'il a choisi ce moment-là. Nous rentrons dans la dernière année qui sera une année cruciale en termes de positionnement politique en Guinée. Nous rentrons dans cette phase-là. Et donc, chaque parti politique essaye de
de trouver sa cache. Il essaie de trouver où me positionner. Aujourd'hui, je pense que pour une fois, moi, je le vois plutôt rester libre désormais parce qu'il ne peut pas. Après tout ce qu'il a déclaré ces dernières années, je le vois très mal encore une fois aller signer une nouvelle alliance avec l'UFR ou alors de RPG. Ça c'est déjà fini, c'est mort, on le sait très bien, il a démissionné. Il va partir en solo, ce qui était l'option qui d'ailleurs était envisageable depuis très longtemps. Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous remarquons un mouvement politique qui va bientôt nous dire quelles sont les véritables positions politiques des partis politiques et des grandes formations. Je pense qu'il est important aujourd'hui que ce jeu-là se joue. Pour moi, cela nous donne une idée de ce que va être 2019. La démission de Sidya Touré, c'était juste une question de temps. Allez, Mafoudia Bangoura, on parle de cohérence, entre autres. Oh, tu aimes bien ça. Non, mais c'est important, Mafoudia. Allez-y. C'est important, la cohérence, parce que ça nous évite pas mal de désagréments. Alors, lorsque M. Sidya Touré a rejoint le professeur Alpha Condé, je me suis directement rappelé de cette bande-annonce en 2010, où dans laquelle on entendait Sidya Touré, 5 ans de malgouvernance, ça suffit. 2015 plutôt, ça suffit. Donc, je pense que le président de l'UFR savait qui était le chef de l'État. Il savait à quoi s'attendre quand il allait avec lui. Alors, ma question... Il le connaît depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Donc, ma question, pourquoi... C'est les vieux briscards de l'Europe. Merci, Roby. Allez-y, Mafoudia. Pourquoi il a rejoint Alpha Condé? Pourquoi il a rejoint? C'est là que je rejoins Tamba dans sa réflexion quand il dit qu'il y a des raisons inavouées. Effectivement, il y a des raisons inavouées. Rappelez-vous, il y a pas mal d'observateurs qui ont opté pour la thèse comme quoi ce serait parce que les caisses de l'UFR sont vides, donc on a besoin de repartir de l'autre côté pour avoir plus d'argent, se refaire une santé et revenir. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Parce que honnêtement... Je ne pense pas. Non, pourquoi je pose toutes ces questions? Parce que honnêtement, justement, Sidya Touré n'est pas n'importe quel leader politique. Sidya Touré, c'est quand même un homme qui a prouvé de quoi il est capable. C'est quand même un technocrate. Parce aller rejoindre le président de la République, pour moi, ce n'est pas un problème en tant que tel. Parce que sur l'échiquier politique, effectivement, ils se sont présentés à un moment donné comme étant du centre. Et lorsqu'on est du centre, on est des fois flexible à certaines choses. On peut même aller jusqu'à rejoindre le pouvoir en place lorsque, comme on le disait au début, c'est pour l'intérêt de la nation. Et qu'est-ce qu'on pouvait tirer de cette présence du chef de l'État et du président de l'UFR? Vous comprendrez qu'il est allé, il a occupé ce poste. Mais concrètement, Sidya Touré n'a rien fait. Il ne faut pas se mentir. On n'a pas eu de feuille de route. Il n'a pas fait quelque chose concrètement. Il est juste resté. Et lui-même, c'était juste ça. C'est pourquoi lui-même, il ne voulait même pas entendre les journalistes lui dire au représentant du chef de l'État. Il n'était pas d'accord. Parce qu'effectivement, au fond, il n'y avait absolument rien. Alors pourquoi il est resté tout ce temps? Il a démissionné. Il n'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais alors, la question... Tu veux dire que c'est un non-événement? Non, mais franchement, maintenant, là où il y a l'événement, c'est l'impact sur les militants de l'UFR. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce déplacement de Sidya Touré vers le pouvoir, ça a choqué pas mal de militants. C'était une erreur. C'était une grosse erreur pour beaucoup de militants. Malheureusement, Baïdi était évidemment à la tâche de tout ça. C'est lui qui a organisé tout ça. Ça a fait que beaucoup de militants... Mais oui. Mais Sidya Touré est assez averti pour ne quand même pas suivre Baïdi. C'est vrai qu'on travaille avec des hommes. Mais lorsqu'il s'agit de poser de tels actes, je pense qu'on est soi-même à mesure, surtout quand on est leader, on écoute les gens qui sont autour, mais la dernière décision nous revient. Et souvent, en prenant cette décision, on a notre bon sens, on a nos convictions personnelles qui nous disent, tenez, oui, on te propose cela, mais à cause de ceci, je n'y vais pas. Pourquoi Sidya Touré n'a pas fait? Franchement. En fait, au niveau des militants, vous avez écouté Bill de Sam la fois passée qui disait que non, il y avait eu une incompréhension, on n'a pas expliqué à la base. Mais la réalité est que la base n'était pas pour cette idée. Parce que combien d'années durant le chef de l'État en personne n'a pas rassuré les Guinéens sur pas mal de questions quand on prend l'unité nationale. Il a, si on peut se le permettre, il a échoué. Quand on prend pas mal de projets, c'est vrai qu'il y a des réalisations ça et là, mais ce que la Guinée aurait pu obtenir, on est loin de ça. Donc, toute chose peut-être qui aurait permis au président de l'UFR d'avoir des réserves, mais il est allé. Aujourd'hui,
Enfin, on comprendra que le président de la République, c'est comme un feu. Il faut éviter de se rapprocher parce que quand on se rapproche, forcément, on se brûle. Et quand on se brûle, on peut ressortir guéri, mais on verra toujours avec les séquelles. Il y a des séquelles. Et aujourd'hui, les séquelles-là, Dia Touré va devoir aller avec. Oui. On va voir, c'est vrai, tu le disais tout à l'heure, les cartes sont en train de se redessiner. Ouais. Mais est-ce que les choses vont autant l'arranger dans les réflexions? On verra bien, mais toujours est-il que sur l'échiquier, globalement, c'est un peu bizarre de voir les gens bouger ici et là et que concrètement, on n'ait pas d'impact pour la nation. Et quand c'est Dia Touré, c'est encore plus décevant. Ouais, allez-y, Jacques Lévaleno. Oui, moi, dans ma lecture, je vais parler des conséquences d'avant mariage et les conséquences d'après divorce. Oui. Parce que les conséquences d'avant mariage, je crois que quand il y a eu, disons d'après mariage, parce que avant qu'on en arrive là, on sait que Dia Touré était avec très ami avec Cellou Dalein Diallo. Généralement, les mariages qui se passent pas chez les notaires sont dangereux. Il y a eu donc, voilà. il y a eu un gain. Les grandes gueules. On va le nier. En 2010, il était allé seul. Si on peut évaluer, n'est-ce pas, l'effort personnel de l'UFR en tant que parti, je crois qu'en 2010, c'était véritablement un parti politique. Après donc 2010, on est entré dans ce combat-là, d'abord pour l'organisation des élections législatives. On a vu que le mariage avec l'Union des forces démocratiques du Guinée, quoi qu'on dise, avait été bénéfique pour l'UFR. Parce que gagner 3 députés, 3 circonscriptions, ne serait-ce que dans la capitale Conakry, je crois que ce n'était pas donné à n'importe qui. Il fallait, n'est-ce pas, obtenir la confiance, n'est-ce pas, des citoyens, mais avec le soutien, s'il faut, de l'UFDG. Donc, je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, les conséquences d'après mariage, qu'est-ce que ça a donné? Le président de la République avait quand même tenu une promesse. C'était celle de fragiliser davantage les partis et fragiliser le bloc qu'il y avait en face. Le bloc dit de l'opposition républicaine. Et je crois de ce point de vue, après ce mariage, on a vu qu'au fur et à mesure que les gens partaient, il y avait un discours que Dia Touré tenait. Je vous ai dit, on ne peut pas s'entendre là-bas. Donc, lui, il avait fait le choix d'aller avec Alpha Condé et il essayait d'une certaine façon, à travers son discours, de dire aux autres, tenez, je crois que ce n'est pas bon de rester là-bas. Donc, ce n'est pas bon de rester là-bas et progressivement, les gens ont continué, n'est-ce pas, à quitter. Bon, on peut comprendre, on peut reprocher beaucoup de choses à Cellou Dalein Diallo qui sont acceptables d'ailleurs parce qu'on n'arrête pas de le dire. Mais encore une fois, il faut reconnaître que ce mariage-là a donné comme conséquence bien naturellement la fragilisation des partis politiques d'opposition et le bloc dur qui était en face d'Alpha Condé. Maintenant, il faut continuer à se poser des questions. Qu'est-ce que ça va devenir, l'UFR? D'abord, il faut comprendre qu'il y a souvent 2 catégories de militants. Il y a des militants des partis, il y a des militants des leaders. Donc, le noyau dur, généralement, ce sont des militants de l'homme, c'est-à-dire les militants de Dia Touré qui sont avec lui. Même s'il décidait aujourd'hui d'apporter son soutien à un leader politique comme Jean-Marc Teliano, ces gens-là seront avec lui. Ce sont les militants de Dia Touré. Maintenant, les militants de l'UFR auront du mal quand même à se retrouver dans ces choix, dans ces calculs politiques qui souvent ont du mal à payer. D'abord, il va falloir reconstruire le discours. Qu'est-ce que Dia va dire à ses militants aujourd'hui? Il faut trouver un autre discours. Parce que si hier on est allé là-bas, on s'est défendu pendant longtemps pour dire, écoutez, nous sommes juste en, je ne sais pas comment on avait appelé ça, nous avons décidé d'apporter du soutien au président de la République pour lui apporter une expertise, comme si le président avait besoin d'une expertise. Je ne crois même pas qu'il en avait besoin. Mais une expertise, donc, dans les faits, il n'en a pas besoin. Dans les faits, il n'en a pas besoin parce qu'il n'a jamais accepté de recevoir si vous voulez, des conseils de quelqu'un qui aide, n'est-ce pas, à faire avancer le pays. On voit même les choses. On voit les choses. Donc, je crois que c'est cela la vérité. Surtout une expertise locale. On n'a d'ailleurs pas vu encore quelqu'un qui soit, si vous voulez, félicité par le président de la République dans ce sens-là. Au contraire, il essaie, n'est-ce pas, d'attaquer les hommes politiques qui sont en face et qui disent qu'ils sont, n'est-ce pas, des véritables politiciens. Donc, ce que je veux dire concrètement, c'est que la conséquence d'après divorce, c'est
la difficulté qu'aura Sidya Touré à comment se reconstruire. Comment reconstruire, n'est-ce pas, le parti, à rassembler tout le monde. Parce que beaucoup l'ont quitté quand il est allé avec Selou. Beaucoup l'ont quitté quand il est allé avec Alpha. Comment ramener tout le monde autour de lui? Ça va être une difficulté majeure. Voilà, beaucoup d'artificiers, on va le dire, du côté de l'UFR. C'est important parce que beaucoup de choses se passent en sourdine. Les artificiers sont du côté du RPG. Ce sont les réalités politiques. On a ce qui est dit officiellement, on a ce qui se passe officieusement, tellement de choses. Mais ce sur quoi je veux revenir, c'est ce que la Guinée pouvait gagner avec cette union. Parce que c'est vrai que la politique, c'est pas de l'animosité. On ne peut pas mordicus dire cette personne c'est mon adversaire et à vie, mon opposant à vie. Lorsque par moment, il y a de quoi se donner la main pour améliorer les choses dans le pays, bien évidemment, on peut bouger. On peut y aller pour une raison ou une autre. Et c'est pourquoi je dis, c'est dommage que du côté du chef de l'État, que ce soit Sidya ou une autre personne, qu'on ne puisse pas faire la différence entre des Guinéens qui vous rejoignent pour vous proposer leur expertise, pour vous étaler leurs compétences afin de pouvoir sortir le pays de l'ornière. C'est regrettable que des compétences comme ça, on les garde pour les regarder, mais pas pour les utiliser. Après ce qui est en train de se passer là, ça va décourager n'importe quel homme politique qui est de l'opposition, qui dénonce aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, il dénonce rien que pour ce que ça va faire, ce qu'il craint, il n'osera plus aller, alors que normalement, il peut y aller s'il le souhaite, parce que c'est pour l'intérêt de la nation. Mais aujourd'hui, ce que le professeur Alpha Condé les grandes gueules, c'est de vous dire, tenez, si vous êtes contre moi, préparez-vous, même si vous me rejoignez, vous ne ferez rien, je ferai de vous une poupée, vous allez me regarder, mais vous ne pourrez rien faire. C'est ça un peu, et c'est regrettable pour le pays, parce que les hommes de tous les bords politiques ont des compétences. Il faut savoir réunir les compétences, même quand vous n'êtes pas d'accord sur certains points, pour faire avancer le pays. Mais cette façon de voir quelqu'un qui ne vous a pas supporté aujourd'hui comme l'éternel ennemi, je pense que vraiment on est sur le mauvais chemin. Allez-y, Tamba Zakari. Je pense que le fait que M. Sidya Touré n'a pas servi à grand-chose auprès du président de la République procède de ses intentions même de départ, celle de rejoindre le président de la République. Je pense qu'il n'est pas venu là-bas, parce que je parlais tout à l'heure de raisons officielles, et de ces raisons officieuses qui sont d'ailleurs les plus importantes en pareille décision. Je pense que les raisons officielles, c'était de revenir se refaire une santé politique. Santé financière, j'en sais rien. Économique, financière, j'en sais pas grand-chose. Même si les derniers événements nous donnent raison. Tu vas santé économique, c'est encore plus plausible, mais santé politique, comment le scénario se présente? J'y vais. Santé politique, j'y vais. Monsieur Sidya Touré lui-même a reconnu qu'il a perdu une grande partie de son électorat. Oui, il l'a reconnu en rejoignant monsieur Selou Dalein Diallo. Il l'a dit. Et donc, s'il rejoint monsieur Alpha Condé, et d'ailleurs, il avait dit que tout le monde voulait qu'il rejoigne monsieur Alpha Condé. Ce n'est que sur le tard qu'il est revenu rejoindre le président de la République, monsieur Alpha Condé. Je pense qu'en y allant, il voulait se refaire une santé politique. Et donc, Lamine Grassi, comment ça sonne pour le président de la République qui n'est pas dupe? Parce que oser rentrer dans la bergerie, oser rentrer chez le loup pour vouloir lui voler ses petits, c'est dangereux. Donc il est entré comme ça là-bas. Et M. Alpha Condé savait que c'était pour ça. Et donc qu'est-ce que M. Alpha... Permets-moi s'il te plaît. M. Alpha Condé, qu'est-ce qu'il fait? Lui qui a bien perçu le jeu de M. Sidya Touré, d'ailleurs beaucoup d'autres ont décrit cette situation comme ça, lui qui a très bien perçu cela, il a infligé à un homme comme M. Sidya Touré une sanction des plus difficiles à supporter, à savoir l'ignorer. Des gens comme M. Sidya Touré, avec une grande personnalité, avec une grande dignité, une véritable expression de son honneur personnel, quand vous les ignorez, vous leur faites mal. Et je pense que le président de la République a compris, et c'est dans ça qu'il est parti. Finalement, même quand il sait que la bonne proposition, c'est celle qui vient de M. Sidya Touré, il ne la prend pas. Parce que tu es venu prendre chez moi, je vais te montrer qu'on ne prend pas chez moi sans se casser les ailes. Et c'est ce qui s'est passé. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est celle de la composition des mairies. Vous savez, il y a la mairie de Matoto qui est encore en instance. Maintenant que M. Sidya Touré quitte le président de la République, quel va être son choix? Ira-t-il à l'UFDG? C'est la grosse question qu'on se pose. D'ailleurs, allez-y, Roby. Allez-y, Roby. Non, mais je crois pas. Je crois pas, on peut pas se brûler les mains deux fois, comme disait les Marc. grandes gueules. Ça sera une troisième, la main va partir. Tu ne pourras plus l'utiliser. Non, mais Makanera,
Makanera, il est. Non, mais attendez, Makanera, c'est pas la même catégorie, là, quand même. Il boxe pas dans la même catégorie. Qu'est-ce que tu racontes? Mais voilà. Les grandes gueules. Non. Allez-y, Roby. Non seulement. Ça fait 2 fois aussi, je ne les compare pas. Les grandes gueules. Ça fait quand même 2 fois. Non seulement ils sont pas dans la même catégorie, et Makanera n'a pas peur de se faire brûler les ailes. De toutes les façons, lui, il en est habitué. Mais ce que je veux dire, c'est que pour corroborer avec les deux expressions, c'est-à-dire que celle que j'ai bien aimée, Schmaf, la dernière, en parlant de boule de feu, quand tu t'approches, tu te brûles. Je vais vous dire, le président de la République, il est dans la logique de son discours lorsqu'il avait dit qu'il allait tuer toute l'opposition. Je pense qu'il est resté droit dans ses bottes. Oui. Seulement, chacun a eu son fusil. Le président de la République, un bon sniper, a utilisé de façon catégorielle, a utilisé le bel arme pour abattre Cellou Dalein Diallo, même si lui, ça a été difficile, et c'est encore difficile parce que lui, quand même, ses militants sont complètement dans une religion. D'accord, ce n'est pas de la politique. Là-bas, c'est de la religion. Sinon, ils ont tendu 500 millions de francs guinéens à Cellou. Il est tombé dedans et on sait les conséquences que cela a causé. C'est le départ d'Abakar Silla qui n'était pas d'accord avec le maniement de cet argent-là. C'est beaucoup de discours autour de cet argent, notamment avec le parti groupe et d'autres partis qui essaient dans l'opposition républicaine et qui ont dénoncé évidemment l'utilisation de ces fonds. On sait tout le tollé que ça a créé et tous les faits que ça a causé, le dommage que ça a causé à l'UFDG et le dommage que ça va continuer à causer. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, les gens en rient. On attend la démission du prochain, c'est-à-dire le chef de file de l'opposition qui quand même perçoit 500 millions de la présidence. Ça, c'est un premier aspect. Ouais. Monsieur Sidya Touré, on l'a reperché là. Ouais. Et finalement, à la hauteur, on l'a oublié, vous comprenez. On l'a laissé là. Et de là, le président de la République est allé faire plus mal. Il a choisi ses meilleurs adversaires à lui. Ouais. En l'occurrence, Kassouri Fofana et Thibaut Camara. On sait très bien que c'est un véritable mésamour entre les trois. Ouais. Il les a choisis. Kassouri a été bombardé Premier ministre. Thibaut Camara, ministre de l'Industrie. Par après, substitut à Gassama Diaby, et après, même si le poste est revenu à quelqu'un d'autre, et conseiller personnel du président de la République. Et donc, les avis de ces deux-là, à un moment donné, comptait plus que l'avis du haut représentant. À un moment donné, on a cru que l'histoire était redevenue belle après le voyage de la Russie, etc. Mais on s'est rendu compte qu'évidemment, que le président de la République, c'était une question d'image. Et donc, dans la stratégie d'abattre les adversaires un à un, c'est dans cette stratégie-là que M. Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo sont tombés. Ceux qui ne peuvent pas s'en sortir et qui ont complètement pris les balles dans leur crâne, ce sont les gens, Jean-Marc Teliano, les Abakar Silla et tant d'autres, les Mokhtar Diallo. Eux, ils peuvent plus se relever, ils sont complètement abattus. Je pense que c'est désormais des politiques qui ont rejoint complètement le camp du RPG Arc-en-Ciel et qui vont travailler pour la réussite du professeur Alpha Condé dans ses ambitions politiques. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, le positionnement de chacun aujourd'hui, nous sommes en 2019, et 2019, je vais vous dire, c'est très, très, très déterminant. Eh oui, mon cher Roby, tas de choses se passent en vie politique. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. On s'intéresse à l'actualité. Nous partons à l'intérieur du pays ce matin, mon cher Titi. On part à Dubreka. Des questions après l'explosion des sérieuses questions qu'il faut se poser après l'explosion qui a tué 2 personnes hier. C'est un bilan provisoire. On attend de savoir si ce bilan va évoluer ou pas. On ne souhaite pas que ce bilan évolue. On en est déjà donc à 2 morts. Mais si vous avez suivi un peu les comptes rendus qui ont été faits par les médias, et vous rendrez compte que c'est quand même une situation qui, ma foi, est une répétition qui, ma foi, est intolérable. Parce que ce n'est pas la première fois, et cela a été rapporté par l'ensemble des médias, c'est pas la première fois, surtout dans cette unité industrielle située à Kagbele, qu'il y ait de l'explosion. Ah ouais? Oui, c'est pas la première fois. Et c'est donc la deuxième ou la troisième fois qu'il y a de l'explosion dans la zone industrielle de Kagbele. Donc c'est pas la première fois. Il est à donc dire que les précédents cas qui sont produits et qui n'ont pas causé de mort d'homme,
il faut le préciser, ces cas n'ont pas été bien diagnostiqués et on n'en a pas tiré les enseignements. Oui. Autrement, si on avait tiré les enseignements des premiers cas et si des mesures correctives avaient été prises, je pense que on aurait évité que d'autres cas se produisent. Mais vous connaissez comment ça se passe dans notre pays. C'est comme un peu les accidents de la circulation. Ils se produisent à longueur de journée, à longueur de semaine, et on en parle dès qu'ils se produisent. Et derrière, il n'y a aucune disposition, aucune mesure n'est prise. C'est assez triste. C'est le même cas qui se produit donc du côté de Dubreka. Comment comprendre qu'il y ait donc que ce soit une unité où on fabrique une unité de fer, je crois de fabrication de fer, mais aussi combiné de fer à béton, et combiné à une unité de fabrication de gaz. Je comprends pas. C'est assez hybride où il y a du gaz. On fabrique du gaz, mais aussi on fabrique du fer à béton. De mise en bouteille de gaz. De mise en bouteille de gaz. Vous voyez donc que ça fait une sorte de cocktail Molotov. Donc il fallait s'attendre à ce que ça pète un jour, que ça explose, et c'est ce qui est arrivé. Je pense que c'est assez dramatique. Il faut se poser la question, est-ce que dans nos unités industrielles, est-ce qu'on se penche sur la question de la sécurité sanitaire, la sécurité des installations? Parce que vous voyez, vous allez même dans les bâtiments officiels, dans les bâtiments de l'État, vous vous rendrez compte qu'il n'y a même pas d'extincteur. Lorsqu'il y a incendie, il n'y a pas d'extincteur, il n'y a pas de dispositif anti-feu ou pare-feu pour éviter que lorsqu'il y a incendie, que tout le bâtiment ne soit consumé. Je crois que l'État doit veiller à cela. Et moi, je vais interpeller ce matin le ministre de l'Industrie. C'est important. Il faut un audit des installations des unités industrielles. Parce que je pense qu'on ne peut pas faire installer une unité industrielle comme ça n'importe comment dans un pays. Si cela n'est pas observé, les mesures qui doivent être prises avant l'installation des unités industrielles, si ce n'est pas fait, moi j'encourage, je vais inviter ici le ministre Thibault à engager très rapidement, sans attendre, sans délai, une vaste opération donc d'audit des installations des unités industrielles pour s'assurer que toutes les mesures de sécurité sont réunies pour éviter donc ce genre d'accident au travail et ce genre de drame. C'est vraiment une mesure à laquelle il doit penser. Il faut qu'il agisse très rapidement. Alors, l'accident, vous l'avez rappelé, est intervenu hier dans l'après-midi, donc aux alentours de 14h. C'était l'heure de la pause au niveau de cette unité industrielle. Pour être donc clair, c'est UDAV Multi. Heureusement d'ailleurs. UDAV Multi-Industrie, c'est le nom de l'entreprise. C'est une entreprise qui est détenue donc par les Indiens. Donc, d'après les premières informations que nous avons eues après donc l'accident depuis hier, c'est que l'industriel n'aurait reçu des licences que pour faire du fer à béton. Donc après, on ne sait pas par quel mécanisme elle a commencé donc cette usine à faire du gaz. Donc un procédé qui permet donc de mettre du gaz dans des bouteilles. Ce n'est pas le premier accident. Aboubakar l'a rappelé, il y a eu plusieurs accidents qui heureusement n'ont pas produit de mort. Cette fois-ci ça fait des effets parce que ça fait 2 morts. Non mais c'est la folie. Ça fait 2 morts. Titi, ça fait 2 morts. Vous avez appelé 11 blessés. Alors ça fait 2 morts et 11 blessés. Donc il y a eu des réactions vives de la part, bien naturellement, des parents des victimes. On a pris des blessés parce que moi, c'est là que je veux intervenir maintenant. Il y a des blessés graves qu'on a amenés du côté de Yataya au niveau d'une clinique, la clinique Avicenne. Je crois, par habitude, c'est ce que l'industriel fait quand il y a des accidents de ce genre. On les amène, n'est-ce pas, au niveau de cette clinique. Mais il se trouve que depuis hier, selon nos informations, donc, il n'y a pas de personnel suffisant pour s'occuper, n'est-ce pas, de ces blessés qui sont du côté des Avicenne. Alors, voilà la situation, comment elle se présente. Donc, l'industriel n'aurait pas reçu l'autorisation de travailler autre que la fabrication du fer à béton. Mais c'est lancé quand même dans la fabrique du gaz et aujourd'hui, ça produit, n'est-ce pas, des dangers beaucoup plus graves. Je ne sais pas si les autorités sont déjà bien au fait de ce qui se passe pour quand même voir la situation de ces blessés qui sont du côté de Yataya qui, en principe, devraient être transportés dans
un centre de santé ou bien dans un établissement sanitaire digne de nom pour bénéficier de soins de qualité. Parce qu'il y en a qui ont été sérieusement touchés lorsque le gaz, n'est-ce pas, a explosé. C'est juste... j'ai l'impression de rêver là, honnêtement parlant, Tamba. En fait, toute la clé de la compréhension de tout ceci réside dans le nom même de l'entreprise. Justement. Des noms bizarres, UDAV. Non, mais attendez, ça fait pas rire. Non. Honnêtement, parce que pourquoi je dis mais sonner, parce que j'ai l'impression aujourd'hui que la vie du Guinéen, c'est même pas la peine. En fait, Lamine, c'est devenu tellement banal que c'est pas possible. Pourquoi je commence mon analyse? Les grandes gueules. Non. En fait, il faut se poser une série de questions lorsqu'on vient vers vous, un État sérieux, et qu'on vous demande une licence, une autorisation d'exercer sur votre territoire. Et puis, ça doit figurer. C'est pas la première fois. Normalement, ça doit figurer que l'on puisse s'intéresser à la moralité, aux antécédents de l'entreprise, c'est quoi son image. C'est très très facile aujourd'hui, grâce à Internet, si nos cadres ne veulent pas travailler, c'est bien facile d'aller par exemple sur Internet et de taper simplement sur Google témoignage sur tel. Chaque fois que vous voulez vous engager dans un domaine avec une entreprise, il y a des gens, des utilisateurs qui ont toujours émis un témoignage sur toutes les entreprises sérieuses du monde entier. Je pense les grandes gueules. Ça aurait pu être fait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Lamine, il y a des choses sur lesquelles on ne discute pas. La sécurité, ça s'appelle santé-sécurité, je crois. Santé-sécurité, ça on ne discute pas là-dessus. Regardez tous les pays sérieux. Ça, ce sont des choses qu'on inspecte. Ça fait partie de l'inspection dans le secteur. Vous y allez, vous regardez comment est-ce que les équipements sont disposés, comment est-ce que le personnel travaille, est-ce que le personnel est protégé notamment pour ce genre de choses. Est-ce qu'il porte des casques, est-ce qu'il porte des uniformes, est-ce qu'il porte des gants. Tout ça est vérifié avant de venir aux choses basiques comme l'extincteur. Ça, on ne discute même pas, c'est assez basique. Les grandes gueules. Cela se fait ailleurs avant de vous autoriser à intervenir dans un pays. Malheureusement, même sur ça, dans notre pays, on ne prend pas la peine de le vérifier. Jacques dit, on leur a permis d'intervenir dans la métallurgie, je crois, avec la fabrication du fer à béton. Ils se retrouvent au gaz, mais ils sont pas les seuls. Il y a pas mal d'entreprises comme ça. Tantôt, vous voyez, on dit, officiellement, ils font dans la peinture. Après, vous les voyez dans les plastiques. Après, vous les voyez dans le ciment. Ensuite, ils ont même des tentacules dans les mines. Vous voyez nos textes, ce n'est pas comme ça. C'est comme une de ces banques que j'évoquais ici en studio. Officiellement, on te dit, c'est une banque qui accompagne l'entrepreneuriat dans le pays. Malheureusement, toute son activité est focalisée en Haute-Guinée et en Basse-Côte ici avec nos mines. C'est comme ça que ça fonctionne. Officiellement, on vous dit voici ce qu'il y a à faire, mais dans le fond, ce n'est pas ce qu'il y a à faire. Maintenant, je veux terminer quand même par dire que le département a des responsabilités à prendre. Abakar l'a dit, c'est important au-delà du constat que pour une fois, on sente la main forte de l'État là où les grandes gueules. En pareille circonstance, elle doit y être forte. Et ça engage également l'inspection générale du travail. Lorsqu'il y a des victimes comme ça, il faudrait quand même que l'État guinéen se bouge pour suivre la situation de ces victimes-là. Mais ils sont nombreux, d'ailleurs, pour le travail que nous avons pris l'habitude d'exercer, ils sont nombreux. Ces témoignages que nous avons recueillis de personnes, par exemple, qui se sont fracturés le pied, qui sont devenus borgnes ou qui sont manchots, simplement à cause d'un accident de travail, l'entreprise n'a jamais assumé ses responsabilités. Là, il y a cas de mort d'homme, mais au-delà de ça, il y a du dommage qui se crée autour avec ces explosions et tout ce que vous savez. Il faut que, c'est quoi UDAV, hein? UDAV, multi-industrie. Il faut que pour une fois, UDAV veuille bien prendre ses responsabilités et qu'elle réponde. Allez-y, Moussa Moïse. UDAV, comme on le dit, comme DAB, ne fera rien. Parce que l'environnement s'y prête. Et si vous remarquez, la plupart des dénominations des entreprises en Guinée sont des multiservices. C'est très simple. Il faut savoir manger un peu partout, à tous leurs ateliers. Si vous mettez vos œufs dans un seul panier, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de gains. Et le gain facile et en grande quantité, voilà l'objectif premier qui est visé par la plupart de nos entreprises. Maintenant, moi je me demande à quoi servent ces différents sites industriels qui sont annoncés à gorge déployée par le gouvernement, parce que dans un pays organisé, les industries, on ne les installe pas partout. Il y a des sites spécialisés pour cela, parce que la création d'une unité industrielle part d'abord d'une planification, d'une étude du terrain.
Donc, du coup, quand il y a des sites industriels qui sont aménagés, c'est obligatoire qu'il y ait, par exemple, des bornes à eau à côté de ces sites industriels. C'est obligatoire pour l'État de permettre à ce qu'il y ait, par exemple, des unités médicales à côté. Parce qu'un site industriel, ça peut être une sorte d'agglomération, un village, presque, on peut dire presque une ville industrielle. Oui. L'État a la même mise un peu sur ces unités industrielles, peut contrôler leur fonctionnement et veiller à savoir, par exemple, si le personnel est mieux traité, si le personnel a tous les équipements adéquats qu'il faut pour travailler sur ces sites-là. Parce que ailleurs, vous pouvez prendre l'exemple du Sénégal, les unités agroalimentaires sont dans leur zone et les unités qui évoluent, par exemple, dans les BTP sont aussi dans leur zone. Mais tout ça fait partie d'une planification. Nous, on nous annonce l'existence et la création des sites industriels. Je vois maintenant pourquoi les particuliers et quelquefois même l'État, à travers certains de ses agents, se permettent de vendre des parcelles de lopins de terre appartenant à ces soi-disant sites industriels. Ce qui se passe là, c'est l'anarchie totale parce que c'est pas planifié. C'est pas planifié et du coup, allez-y savoir si, même à l'intérieur de cette unité industrielle, si les travailleurs ont même l'équipement, la combinaison qu'il faut pour travailler. Parce que qui parle de métallurgie, qui parle de gaz, parle quand même de combinaisons spéciales pour pouvoir toucher à ces matières-là. Mais ce n'est pas fait. Il faut une inspection. On a parlé de certains dossiers ici qui ont fait bouger le ministère de l'Industrie, par exemple. Ouais. Lorsqu'on a évoqué le cas de cette bière frélatée du côté de la Haute-Guinée. Je pense qu'on a parlé d'une autre unité industrielle du côté de Kabelin. C'est une patate chaude. Qui sait? Peut-être il y a des hauts perchés du côté de l'État qui ont des actions dans ces entreprises-là. On ne peut pas parler en fait de la chose. Le ministre, on essaie de le joindre, impossible. Là, ça y est. Moi, j'ai des doutes là. Honnêtement parlant. Je pense que j'ai des doutes là. C'est pas normal. C'est quand même. C'est pas normal. Il y a 2 vies pour l'instant arrachées. De la plus banale des manières. Mais justement, cette situation ne peut pas rester comme ça. Les grandes gueules. Quand je regarde les cas précédents, je me dis, est-ce que pour 25 morts presque pour ces cas d'accident de la circulation, où il n'y a pas eu ne serait-ce qu'une communication, la communication qui est venue, elle est venue tardivement, et ensuite les mesures que nous attendions ne sont pas des mesures véritables qui ont été faites. Si pour 25 morts, on n'a pas eu le dédain de faire ne serait-ce qu'un petit geste à l'endroit de ces familles, des victimes et autre chose, je pense que c'est pas pour 2 morts qu'on ferait quelque chose. Voilà. Donc, les grandes gueules. Ce ne sont pas des chiffres. Lorsqu'on parle des cadavres, ce ne sont pas des chiffres. Ce sont des vies et des familles derrière. Et il faut une véritable inspection, pas des inspections, m'as-tu vu, avec des caméras derrière, des journalistes derrière, pour aller, alors que l'entrepreneur sait d'avance qu'il y a une inspection qui arrive, pour aller leur dire, tenez, toi, on vient te voir aujourd'hui. Tu parles de Kébéro, là? Oui, ça existe. On vient te voir aujourd'hui, donc sois prêt. Nettoie les grandes gueules. Donne les gilets, les gilets orange, gilets jaunes ou gilets verts, faites de telle sorte que tout le monde soit propre avec les bottes. C'est pas une inspection. Du tout. Il faut des choses inopinées. Il faut chercher à comprendre si les Guinéens sont mieux traités au sein de ces unités industrielles. Je vous dis, beaucoup de ces Guinéens, de ces nationaux, ils travaillent, mais ils n'ont même pas de contrat de travail. Ils n'ont pas d'assurance maladie. Ils ne peuvent pas se prendre en charge. Et lorsqu'il y a des cas d'accident graves, ils sont abandonnés. Voilà. Allez, on part maintenant à l'aéroport. Oui. Vous voulez partir à l'aéroport sans que je ne vous dise que les instincteurs dont Bakar parle. Moi, je rigole avec ça lorsqu'on parle d'instincteurs. Moi, quand je passe, je vois les instincteurs dans les coffres des voitures ou dans certains appartements. Je rigole parce que j'ai une très mauvaise expérience de l'utilisation de ces instincteurs. Je vais vous raconter l'histoire. Il y a quelques années de cela, quand ma voiture a pris feu du côté de Anco 5, je crois, non, pas Anco 5, Cosa, j'avais un instincteur dans mon coffre que j'avais acheté dans une station de la place. Je ne vais pas faire de mauvaise publicité. Mais quand la voiture a pris feu, le premier réflexe, c'était de courir derrière et ouvrir le coffre comme naturellement, et prendre l'instincteur dans l'espoir d'éteindre le feu. Mais je dégoupille, et quand je pompe, il n'y a rien qui sort. Roby. Mais oui, sérieux, il n'y a rien qui sort. Et du coup, dans l'affolement, tout le monde m'a vu dans l'action, et lorsque les gens ont remarqué que j'ai appuyé plusieurs fois, et qu'il y a même le vent, il y a rien qui sortait. Alors tout le monde a accouru, on a cherché du sable de gauche à droite et finalement c'est le sable qui a sauvé la situation. Et donc quand je vois les gens faire confiance aux instincteurs ici, ce n'est pas contrôlé.
Les instincteurs qui viennent chez nous, ce ne sont pas des instincteurs contrôlés. La plupart de ces instincteurs ne contiennent aucun gaz. Non, Ruby. Mais si. Non, mais il ne faut pas dire parce que tu n'as vécu une mauvaise expérience que tu vas généraliser quand même. Quoi. Mais c'est important. Il a raison. Lamine, arrête avec ça. Non, attends. Lamine, arrête avec ça. Arrête avec ça. Je n'arrête rien du tout, avec ça parce que pas parce que toi, tu as été victime. Tu te dis, non. Arrête avec ça parce que. Non, mais. Je ne suis pas du tout. Arrête avec ça parce que je vais te donner. Non, mais attendez. Arrête avec ça parce que je vais te donner un deuxième exemple. Oui. Il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté dans un supermarché de la place. Écoutez-moi très bien, les amis, parce que c'est important. C'est bon pour votre religion, d'ailleurs. Oui. J'ai acheté dans un supermarché de la place, vous savez, les produits contre les cafards, parce que je voulais lutter contre les cafards dans ma cuisine. Non, mais attendez. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Notre invité dans ce studio, mon cher Titi. Bonjour Aliouba. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Vous êtes le J-Awad politique, J-Awad jeune de l'année. Si mes informations sont bonnes, donc vous êtes le jeune de l'année. Vous avez été désigné donc à ce titre par la structure intelligentsia de Moussa Daraba. Comment vous les avez reçus et qu'est-ce que ça dénote en vous? Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai que j'ai été très honoré de recevoir cette double distinction jeune leader politique de l'année 2018 en Guinée et recevoir le Super Awards qui récompense... On peut même regarder la médaille, accrochée à votre costume. D'accord. Alors, la double distinction, il y a aussi le Super Awards qui récompense celui qui a obtenu le plus grand nombre de votes. Et à l'occasion de cette distinction, alors j'ai eu un sentiment de fierté, je me suis senti honoré. Je pense que c'est une reconnaissance d'un certain engagement que j'ai eu, disons, très tôt. Je crois à ce que je fais. Et je pense aussi que c'est la reconnaissance de toute la jeunesse guinéenne qui se bat au quotidien. Cette jeunesse dynamique et ambitieuse, tout le mérite aussi lui revient. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui se battent de façon anonyme, qui ne sont pas sous l'effet des projecteurs, mais qui contribuent fortement à faire évoluer notre pays. Je crois que c'est un signal fort. Il ne faut juste pas tomber dans l'esprit de suffisance pour dire que ça s'arrête là. Moi, je pense que c'est un indicateur important qui montre que les jeunes de Guinée ont du talent, ils ont de la motivation et qu'avec une telle détermination, qu'on peut contribuer fortement à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Voilà, parce qu'on tombe tellement bas après, comme tu le dis, à se prendre au sérieux. En Guinée, on change un petit peu de quotidien tous les jours. Allez-y. Un mot sur la récente tournée, avant d'aborder la question sur la loi électorale, sur la CENI. Un mot sur la récente tournée que vous avez effectuée, je pense, en Europe, mais également aux États-Unis. On vous a vu avec beaucoup de personnes, notamment Doussou Kondé, qui dégaine sur le pouvoir à tout bout de champ. Mais qu'est-ce qui a été fait concrètement? L'installation des bureaux de votre parti politique ou des prises de contact de votre mouvement ou des prises de contact liées juste à l'émergence du parti? D'abord, je précise que nous sommes un parti politique, effectivement. C'est dans ce sens que nous avons engagé une procédure administrative pour une demande d'agrément. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Mouvement démocratique libéral, oui, justement, mais nous nous sommes constitués en parti politique, nous sommes en procédure administrative. Notre dossier est enregistré en tant que tel au ministère de l'administration du territoire et nous avons un récépissé qui nous permet d'exercer en attendant que la procédure prenne fin. Alors, je suis allé aux États-Unis et en Europe à la demande de nos compatriotes. J'ai quitté la Guinée le 4 novembre dernier. Nous avons fait une série d'activités qui consistaient à mettre en place des structures provisoires comme nous sommes en train de le faire ici à Conakry, à l'intérieur du pays et au niveau de la diaspora. Nous avons fait un grand meeting à Paris qui a mobilisé beaucoup de nos compatriotes pour promouvoir notre vision qui est axée sur 7 priorités à partir desquelles nous entendons nous aussi contribuer au développement de notre pays. Et la même chose s'est faite au niveau des États-Unis, à New York, et vous avez vu la présence de beaucoup de partis politiques et de personnalités guinéennes fortes au niveau de la diaspora américaine, donc dont Mme Doussou Kondé. Et nous avons eu des rencontres aussi politiques et j'avais des rendez-vous médiatiques dans les différents pays. Et j'avoue que l'engouement est total. C'est une occasion pour moi de féliciter tous ces compatriotes qui se sont organisés pour faire de cette tournée un véritable succès.
Donc le potentiel, il est énorme. Le modèle est en train de grandir dans ces pays-là et nous avons des structures qui sont implantées en attendant l'agrément et l'organisation du congrès. Elles sont encore provisoires et ça nous donne espoir que l'avenir... Pas de doute, certes, mais juste pour comprendre, vous êtes un jeune parti politique, vous attendez d'ailleurs l'agrément, mais en même temps, vous vous êtes offert ce voyage. C'est quand même des frais. Absolument. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Parce que ce qui se dit, c'est que vraiment derrière ce jeune politique, il a beaucoup d'ambition, se cache un baron, se cache un magnat qui a une valise vraiment remplie de liasses de billets et qui peut lui en donner à chaque fois que bon lui semble. Est-ce que derrière vous, il y a ce genre de protection? Non, pas du tout. Alors comment ce voyage a été financé? Voilà, justement, vous savez, nous sommes malheureusement dans un pays de soupçons où chacun pense que l'autre a toujours quelqu'un qui est caché derrière lui. Mais je pense que depuis mon entrée en politique, je ne fais rien derrière les rideaux. Je suis quelqu'un de très transparent. Je n'ai pas une ascendance familiale qui m'a prédestiné à devenir un homme politique. Et je n'ai pas non plus un parrain qui peut me contrôler ma pensée et ma façon de réfléchir. Donc je pense qu'en toute indépendance, j'ai toujours posé des actes et je les ai assumés. Le voyage, avant que je ne sois en politique, je me déplace beaucoup. Pour le moment, le modèle n'a pas un budget en tant que parti politique parce que il y a des volontés qui se manifestent, qui s'organisent autour, qui financent ce que nous sommes en train de faire à travers la cotisation. Il y a des personnes qui sont intéressées à ce que nous faisons et qui font confiance à ce que nous sommes en train de faire. Pour ce voyage-là, par exemple, c'est moi qui l'ai financé par le fait de l'achat de mon billet. C'est ce que je fais régulièrement. Je travaille en permanence. La politique, c'est pas mon métier. Ce n'est qu'une vocation. Mais chacun de nous s'investit autant qu'il peut dans le cadre de la mise en place ou de la réalisation de nos activités. Donc, à ce stade-là, c'est vrai que tout semble être assez énorme aux yeux de nos compatriotes pour ce qu'on fait, mais nous estimons que ces modèles, c'est la première richesse d'une organisation politique, c'est d'abord sa ressource humaine. Alors, il y a des Guinéens qui sont déterminés à nous aider, et pour nous, l'argent, ça sert justement qu'à matérialiser nos idées. Nous n'en faisons pas une obsession au point de dire il faut disposer d'un trésor de guerre politique pour s'engager, parce que si c'était ce préalable qu'on avait fait, peut-être que j'aurais choisi de rejoindre un parti politique encore plus riche, qui a des atouts après ma démission, parce que ce sont des possibilités qui étaient à ma portée. Mais si j'ai choisi avec nos compatriotes un chemin encore plus difficile, mais plus noble, c'est parce que nous sommes convaincus que nos idées peuvent éventuellement attirer l'attention de nos compatriotes, en ce sens qu'elles peuvent être pertinentes pour aider les Guinéens à résoudre leurs problèmes. Alors, deux en un, vous constaterez que depuis un certain nombre d'années, la confiance entre la plupart des jeunes qui s'intéressent à la politique et les acteurs politiques actuels, cette confiance est sérieusement atrophiée. Il ne reste plus grand-chose. Vous pensez que vous arriverez à inspirer ce modèle que vous êtes dans votre parti, dans votre mouvement modèle? Est-ce que les jeunes, vous constatez qu'il y a une espèce de confiance qui naît entre vous, une motivation, une espèce d'idées partagées avec la plupart des jeunes, surtout de la diaspora? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que vous allez inverser plutôt la tendance au sein du modèle, c'est-à-dire que donner plus de pouvoir aux militants qui, par contribution, vont financer les activités du parti, et comme ça, les militants se sentiraient eux-mêmes concernés dans l'agrandissement du modèle? Est-ce que vous allez faire contrairement aux autres partis qui, eux, financent totalement les activités du parti? Absolument. Je commence par la première question qui est très pertinente, de savoir est-ce que la jeunesse guinéenne se reconnaît dans ce que nous faisons. Je pense que la mobilisation peut valablement l'illustrer. Depuis que nous avons obtenu notre récépissé, nous organisons nos assemblées générales. Même quand je n'étais pas en Guinée, les assemblées générales se tenaient et mobilisaient suffisamment. Ça montre déjà que le parti est dépersonnalisé. Je ne suis qu'un des responsables du parti et je dirige l'organe provisoire de direction du parti. Deuxièmement, je fais partie de ceux qui quand même se sont mis à la disposition de la jeunesse. Depuis la fin de mes études, j'ai toujours vécu en Guinée. Je suis dans le monde de l'enseignement. J'encadre la carrière des jeunes. Je fais de la consultation. J'aide beaucoup d'organismes de jeunes à la base pour obtenir même des financements auprès de certains organismes internationaux. Donc j'ai toujours cru que cette jeunesse-là, elle a besoin d'aide, elle a besoin d'être appuyée. S'il y a une chose d'ailleurs dont je suis particulièrement fier, c'est de contribuer au quotidien à la formation de l'élite de demain. Donc ces jeunes, ils se rendent compte qu'il y a cette générosité républicaine, ce devoir républicain que j'accomplis
tous les jours. Donc, ils se reconnaissent dans ce que nous faisons. Au-delà, le deuxième volet de votre question, si vous examinez les textes du modèle, vous vous rendrez compte que le véritable pouvoir du parti est détenu par la base. Ce n'est pas que théorique, c'est parce que dans les textes, nous avons un système pyramidal où c'est une base qui est plus large en termes de responsabilité, donc de consultation. Le sommet est assez étroit. Ça veut dire que nous nous chargerons d'entériner pratiquement le choix de la base. Il y a un mécanisme de consultation que nous avons par le fait de nos textes qui fait que tout le monde sera impliqué dans ce que nous sommes amenés à faire. Dans la réalité, vous allez le découvrir, mais de par des textes, nous avons des innovations. Si je vous dis, entre autres, que modèle, par exemple, le président du parti, à l'issue du congrès, n'exercera pas plus de 2 mandats. Ça, c'est un. Deuxièmement, on peut être le candidat du parti aux élections présidentielles. Un mandat de combien d'années? 5 ans. Un mandat de 5 ans, renouvelable qu'une seule fois. Et deuxièmement, vous verrez dans ces mêmes textes que le candidat du parti aux élections présidentielles ne peut pas être nécessairement le président du parti. Ouais. Donc ça veut dire que nous n'avons pas un candidat naturel. Alors il y a plusieurs innovations dans ces textes. Quand nous rédigeons les dispositions de ce parti, imaginez-vous, dans notre pays, beaucoup de personnes nous avaient proposé des raccourcis. Écoutez, prenez un parti politique existant, vous le transformez, vous le rachetez. Nous nous sommes dit, on ne peut pas prétendre changer notre pays si nous-mêmes nous choisissons les petits raccourcis et les petites combines. Bien. Alors nous entendons aller droit au but, faire une procédure administrative, quel que soit ce que ça va nous coûter en temps, en énergie et en moyens, mais nous entendons faire agréer légalement notre parti et exercer selon les principes républicains. C'est ce que nous sommes en train de faire dans la patience, dans la rigueur et nous entendons participer qualitativement au renouvellement de la classe politique et aussi au renouvellement du débat politique national. Voilà. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Merci à vous, surtout lundi.